Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Raphaël Kurtz, Senior Manager Energy et Utilities chez SIA Partners. On va faire le point sur les technologies de stockage stationnaire par batterie, outil indispensable pour réussir la transition écologique. Dans notre débat, on va découvrir ensemble les résultats du baromètre sur les perceptions et les attentes des salariés en matière de RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Sorella Care, espace de santé dédié à la santé des femmes. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact tout de suite. L'invité de Smart Impact, c'est Raphaël Kurtz. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes Senior Manager Energy et Utilities chez SIA Partners. Vous avez publié en mai dernier une étude sur les technologies de stockage stationnaire par batterie. Alors, ça va peut-être effrayer une partie de nos téléspectateurs. De quoi on parle ? En fait, c'est assez simple. Le stockage stationnaire par batterie, c'est le fait de mettre une batterie dans un endroit fixe. Par exemple, contrairement au véhicule électrique où la batterie va bouger avec le véhicule. C'est aussi simple que ça. Les capacités de stockage stationnaire, elles ont beaucoup augmenté ces dernières années. En préparant l'émission, on a trouvé ces chiffres multipliés par 11 entre 2018 et 2023. C'est bien, mais est-ce que c'est suffisant ? Vous voyez ce que je veux dire par rapport aux enjeux d'électrification et de baisse de CO2, d'émissions de CO2 ? Alors, c'est une croissance assez forte, parce que c'est entre 1,5 et 2 chaque année de croissance. Ça s'inclut dans un cadre de flexibilité électrique beaucoup plus large. Les batteries stationnaires sont un moyen pour répondre aux enjeux de flexibilité électrique. Et pour donner un ordre de grandeur, donc dans le monde, c'est à peu près 85 gigawatts en capacité. Et en France, c'est aux alentours un peu plus de 1 gigawatt. C'est l'équivalent d'une puissance d'un réacteur nucléaire. 1 gigawatt, c'est un réacteur nucléaire. À peu près. En simplifiant. Et par rapport à ces grands objectifs de neutralité carbone 2050, il faut, vous dites le rythme de croissance il est rapide, mais il faudrait qu'il soit quoi ? 2 fois, 3 fois, 10 fois plus rapide ? On est dans quel ordre d'idée ? Alors, si on suit ce rythme-là, on atteindra les objectifs. La question, c'est est-ce que ce rythme va être suivi pendant autant d'années à ce rythme-là. Ça suppose des investissements importants ? Ça suppose des investissements, effectivement, pour financer l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit les minéraux, la fabrication, les projets de développement. Et donc, vous avez publié cette étude sur les différentes technologies. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que il faut pas. Est-ce que l'objectif, c'est de se dire il faut parier sur la bonne technologie ou pas se tromper ? C'est aussi pour ça que vous avez publié cette étude ? Alors, c'est assez complexe parce que il y a certaines entreprises qui vont se focaliser sur une technologie en particulier. Et ça peut être un pari. La plupart des technologies, on va dire, majeures sont déjà développées et il y en a qui sont en développement. Alors, on va essayer de détailler un peu. La principale technologie utilisée, ça s'appelle station de transfert d'énergie par pompage. Alors, en termes de stockage électrique, globalement, oui, ce sont les STEP, stations de transfert électrique par pompage, enfin d'énergie par pompage. C'est le fait, en fait, de pomper de l'eau et de la restituer sous forme d'énergie quand on en a besoin. Donc ça, c'est la principale. Il y en a beaucoup d'autres ? Il y a les batteries stationnaires, comme j'évoque, et il y en a d'autres aussi pour des usages un peu différents. Ça va beaucoup se diversifier si on essaye de faire un peu de prospective avec vous ? Alors, sur les batteries stationnaires, il y aura une diversification des technologies et c'est déjà démarré. Dans quelle direction et avec quels intérêts derrière, vous voyez ce que je veux dire ? C'est être de plus en plus efficace, c'est gagner de nouveaux marchés, aller dans des endroits où on ne pouvait pas aller avant, il y a quoi ? Alors, il y a une question d'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a le développement de technologies déjà existantes. Je vous donne un exemple dans les technologies de batterie lithium-ion. Donc, il y a les batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt, et les batteries LFP, lithium, fer, phosphate, qui sont les deux principales parmi d'autres. Il y a des différences en termes de performance, densité énergétique, durée de vie, etc. Et il y a des développements sur ce type de batterie qui sont déjà matures. Et il y a également d'autres types de batteries qui sont en développement également un peu moins matures, comme par exemple les batteries au sodium. Est-ce que c'est le domaine, ou l'un des domaines,
sur lequel il y a le plus d'investissements en recherche et développement aujourd'hui? Ce secteur des batteries en général, j'ai envie d'inclure la mobilité, mais parlons des batteries stationnaires, si vous voulez. Les investissements sont beaucoup portés par les véhicules électriques en raison du marché énorme mondial et va influencer donc les investissements sur les batteries stationnaires. Oui, c'est-à-dire que la recherche qui est menée sur la mobilité, elle peut servir aussi. Elle sert complètement à ces technologies qui vont être utilisées pour certaines pour des batteries stationnaires. Alors, c'est pour faire ces batteries, qu'elles soient en termes de mobilité ou batteries stationnaires, il y a évidemment un certain nombre de métaux critiques qui sont nécessaires. De quels métaux on parle? Si on peut redresser un peu la liste, si Tout à fait. dire. On parle principalement du lithium, du nickel, du cobalt et du manganèse. Et qui sont concentrés dans certaines régions du monde ou finalement assez bien répartis. Ça dépend desquels, j'imagine. Exactement, ça dépend desquels. Pour le lithium, on va dire, il y a moins de tensions qui peuvent être géopolitiques par rapport, par exemple, au nickel, où on a vu récemment que la Russie a annoncé réfléchir à la diffusion de sa production de nickel en fonction des pays cibles. Donc il peut y avoir des impacts géopolitiques, ou le cobalt qui est majoritairement produit en RDC. Oui, en République démocratique du Congo. Effectivement, revenons sur cette menace brandie par Vladimir Poutine d'une guerre des métaux. Qu'est-ce que... Alors ça porte sur plusieurs métaux d'ailleurs. Tout à fait. Quel impact? C'est pas sûr qu'il le fasse, parce que Vladimir Poutine, ça lui arrive de brandir des menaces et de ne pas passer à l'acte. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est quoi la logique d'une menace comme celle-là? Ça voudrait dire changer de destination pour ces métaux, ne plus les vendre aux pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine, c'est ça la logique? Pour moi, il y a plusieurs possibilités. S'il ne le vend plus aux pays occidentaux, il le vendra à d'autres pays qui eux-mêmes le revendront aux pays occidentaux, ou les porteurs de projets peuvent se dire on va s'approvisionner ailleurs pour des raisons de stabilité d'approvisionnement. Oui. Il ira sans doute vers la Chine d'ailleurs. Mais alors c'est intéressant parce qu'il peut y avoir un effet boomerang d'une mesure comme celle-là. C'est-à-dire que ça peut inciter les pays occidentaux à aller chercher des sources d'approvisionnement ailleurs, ou même à développer leur propre, par exemple si on parle de lithium, à être plus rapide et plus efficace dans la production de lithium. Oui, tout à fait. Ça peut être le cas en France d'ailleurs. Il y a des projets de lithium importants en France? Il y en a quelques-uns. Je sais qu'Eramet en a un, notamment, mais je n'ai pas étudié forcément tous les projets. On parle de quelle augmentation de la demande là, sur ces métaux rares dans les prochaines années? Alors l'augmentation, elle est croissante. L'Agence internationale de l'énergie a fait plusieurs scénarios, plus ou moins optimistes ou prudents. Et quel que soit le scénario qu'ils ont prévu, il y aura une augmentation de la demande à peu près de x3, x4, x5 dans les prochaines années. Et les batteries stationnaires prendront une place de plus en plus importante pour utiliser ces métaux. Et alors ça rejoint cette guerre des métaux, cette menace brandie par Poutine, mais est-ce qu'il y a un risque de pénurie sur certains de ces métaux? Parce qu'on parle de métaux rares parfois. Oui, tout à fait. Alors là, il n'y a pas de terres rares ou de métaux rares. Oui. Un risque de pénurie, ça me paraît un peu trop fort ou exagéré comme terme. Il peut y avoir des risques de tension et des risques de volatilité des prix liés aux tensions géopolitiques. Oui, avec éventuellement un impact sur le prix des batteries. Exactement. D'où l'importance de se diversifier. Effectivement, il y a beaucoup d'investissements de diversification. Est-ce que les montants investis aujourd'hui sont à la hauteur des enjeux qu'on vient de décrire ensemble? Les montants investis sont assez importants et encore une fois sont portés principalement par la mobilité électrique et se ressentent dans les projets de batteries stationnaires. Ouais. Est-ce qu'il y a de nouvelles technologies qui émergent aujourd'hui? Il y a plusieurs technologies qui émergent. Alors, tout dépend des usages. Pour les batteries stationnaires, il y a des technologies qui sont en développement depuis plusieurs années. C'est typiquement les technologies au sodium et les batteries qu'on appelle également redox, qui sont un autre type de batterie avec des cuves. Et il y a d'autres technologies plutôt en émergence. On parle également de la technologie fer-air, de la technologie lithium-soufre. Donc il y a un grand nombre de nouvelles technologies qui sont en développement. Il y a les batteries solides aussi, mais tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Un des critères principaux, c'est la densité énergétique.
pour un véhicule électrique, la densité énergétique est importante parce qu'on ne peut pas mettre une énorme batterie dans un véhicule. Alors que pour les batteries stationnaires, il n'y a pas de problème de place. Et donc la densité énergétique est un critère moins important. On va faire attention à la durée de vie, au coût, etc. Ouais. Et est-ce qu'on fait attention aux critères environnementaux dans ces innovations? C'est-à-dire faire des batteries qui finalement peut-être vont justement utiliser de moins en moins de ces métaux critiques et qui vont être peut-être de plus en plus efficaces, moins polluantes, etc., etc. Tout à fait. Au sein des batteries lithium-ion, déjà, il y a, comme je disais, les batteries NMC, les batteries LFP. Les batteries LFP n'utilisent que du lithium en termes de matériaux qu'on peut considérer comme critiques, contrairement aux batteries NMC qui utilisent lithium, nickel, cobalt, manganèse. C'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès en termes de matériaux utilisés. Il y a également une question de recyclabilité des matériaux. Est-ce qu'ils sont très recyclables ou pas? Et une question en termes d'impact environnemental et de durabilité sur la durée de vie des batteries. Et il y a certaines technologies qui ont des durées de vie plus importantes. Typiquement, les batteries LFP ont une durée de vie plus importante que les batteries NMC. Et il y a également 2 nouvelles technologies, par exemple les batteries au sodium. Le sodium, c'est un élément qui est assez diversifié au sein de la planète et en abondance. Et donc, il y aurait un impact moindre en termes d'utilisation de minerais. Ouais. Merci beaucoup Raphaël Kurz et à bientôt sur Bismart. Merci. For Change, on passe à notre débat. Qu'attendent les salariés en matière de RSE? Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de ce Smart Impact. On parle des attentes des salariés en matière de RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, avec Charlotte Briand. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice d'Act for Now et Cécile Le Gallès, bonjour. Bonjour. Directrice générale de BeatShake. On présente vos organisations respectives en quelques mots. Act for Now. Oui, bien sûr, Act for Now, qui est une agence qui propose ses services de conseil, de formation et de sensibilisation à tous les enjeux de la RSE. Donc on accompagne les structures de toute taille et de tout secteur à la structuration de leur démarche RSE, de leur stratégie climat et puis à la mise en conformité réglementaire. D'accord. Et BeatShake, c'est quoi? BeatShake, c'est une plateforme collaborative qui accompagne les entreprises, les organisations publiques dans leurs enjeux de transformation à travers la mobilisation de leurs parties prenantes, donc ce que nous on appelle plus globalement l'intelligence collective. Et effectivement, dans les parties prenantes, a fortiori sur les sujets RSE, l'interne et donc les collaborateurs sont un pilier fondamental et un axe prioritaire de mobilisation. Et donc ça explique ce baromètre de la RSE, perception et attente des salariés. Pourquoi vous l'avez lancé? C'est un outil peut-être d'abord à destination des entreprises. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Peut-être la question pour toutes les deux d'ailleurs, Charlotte, pour commencer. Mais je peux en tout cas commencer à répondre. L'objectif de ce baromètre, pour clarifier, c'était réellement de fournir des insights et de clarifier des insights précis sur l'engagement des collaborateurs et la différence entre perception des collaborateurs quant à cette démarche RSE lancée dans leur entreprise. Si on l'a lancée ensemble aujourd'hui, c'est en profitant en fait d'une opportunité qui nous a été donnée par l'apparition de la CSRD, donc une réglementation européenne qui vous parle peut-être. On en parle souvent dans cette émission. Elle est rentrée en vigueur au 1er janvier pour les entreprises les plus importantes, on va dire ça comme ça, et puis ça va concerner tout le monde petit à petit. L'adoption de cette CSRD, on essaye de la voir comme quelque chose de très positif en tant qu'elle pousse réellement les entreprises concernées à prendre en compte de plus en plus les attentes et les demandes de leurs parties prenantes, à commencer par les parties prenantes internes, dans la mise en œuvre de leur stratégie RSE. Donc c'est sur ce point, sur le point de l'engagement des parties prenantes internes, des collaborateurs, qu'on s'est retrouvés avec Cécile. Absolument, c'est vrai qu'on travaille par ailleurs ensemble, BeatShake et Act for Now, depuis quelques temps maintenant. On a réalisé toutes les deux qu'il y avait évidemment beaucoup d'études de baromètres qui étaient réalisées depuis plusieurs années sur les sujets de la RSE, mais beaucoup par le prisme de l'entreprise. Et nous, justement, on avait à cœur de se poser la question de ce que ressentaient, de ce que vivaient, de ce que percevaient les salariés dans les entreprises. Donc on a essayé d'être assez large. On a regardé les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, ce n'est pas forcément celles qui sont tout de suite concernées, mais qui vont l'être. Mais rapidement, c'est dans un an. Exactement. C'est un peu plus de 1000, je ne me rappelle plus du chiffre exact, on va dire un peu plus de 1000 salariés dans des organisations publiques et privées françaises. Avec quel constat? Quel est le principal constat ou le principal résultat de ce baromètre?
On peut peut-être parler d'un chiffre qui est assez surprenant, donc le fait que 65% des salariés aujourd'hui indiquent méconnaître ce que c'est que la RSE. Donc c'est un chiffre qui nous a surpris également à la lecture des résultats du baromètre. Et moi donc, j'avoue qu'en feuilletant votre baromètre, je m'attendais pas, moi je suis toujours optimiste de nature, je ne m'attendais pas à un chiffre aussi important sur ceux qui disent méconnaître totalement ou partiellement ce qu'est la RSE. C'est juste la définition même de quoi on parle, c'est ça ? C'est la définition, ce que ça signifie et puis quelles sont ses implications en fait, lors de la mise en œuvre dans l'entreprise. Mais on peut peut-être justement s'arrêter sur la définition. Je considère un petit peu que le terme même de RSE est parfois trop abstrait, trop technique et qu'il engendre une certaine méconnaissance. C'est un acronyme qui est flou et une notion ou un concept qui, au contraire, est très large. Quand on parle de RSE, on parle éthique, on parle gouvernance, environnement, social, droits de l'homme. Et on a peut-être besoin d'une définition qui serait plus simple et qui laisserait réellement transparaître les engagements et les initiatives de l'entreprise. Donc pour vous, ça explique en partie cette méconnaissance. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui soit font pas grand-chose, soit communiquent mal? Il y a deux façons de le voir. Je suis salarié d'une entreprise, je ne sais pas ce qu'elle fait en matière de RSE, peut-être qu'elle ne fait pas grand-chose, ou alors c'est parce qu'elle est active, mais elle ne m'en parle pas assez. Comment vous évaluez ça? C'est vrai qu'à la fois en préparant ce baromètre et en analysant les résultats, on a aussi souhaité, avec Charlotte, interroger des entreprises pour les faire réagir sur ce baromètre et sur ces chiffres qui, d'ailleurs, vous-même vous font réagir. Et on s'est rendu compte qu'il y avait probablement plusieurs éléments qui rentraient dans l'équation et qui pouvaient expliquer ces chiffres. Un des premiers éléments, effectivement, c'est un sujet de communication. Il y a eu beaucoup de communication qu'on va appeler plutôt corporate, donc vers l'extérieur, mais souvent au détriment de l'interne et au détriment d'une communication interne à destination des salariés. Et d'ailleurs, l'étude, le baromètre le révèle, les collaborateurs attendent en priorité d'être formés et informés. Donc il y a un vrai enjeu. 55% des salariés ne se sentent pas suffisamment informés sur ces sujets RSE. Absolument. Donc c'est effectivement assez révélateur finalement d'un manque en interne de sensibilisation, d'acculturation sur les sujets de la RSE. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour moi en tant que collaborateur, pour mon métier, pour nos métiers en tant qu'entreprise, et comment est-ce que ça va potentiellement et très probablement transformer, changer ma manière de travailler, ma manière dont les équipes travaillent. Et ça, il y a des solutions, il y a des outils d'information. On peut en citer quelques-uns. Bien sûr, l'outil d'information ou de formation principale... Plutôt que de revenir sur un outil, je commencerai par... Moi, je pense à la fresque du climat, par exemple, parce qu'on en a parlé plein de fois dans cette émission. C'est quand même souvent un outil un peu ludique, participatif, collectif, qui fonctionne bien. Que je vois plutôt comme un outil de sensibilisation qui, effectivement, est excellent, mais qui porte sur une seule partie de la RSE, la partie environnementale et spécifiquement climatique, qui est un très bon point de départ. Mais pour nous, pour compléter en fait cet effort de formation, il faut aller au-delà d'efforts de sensibilisation qui sont parfois trop courts, qui peuvent être vus un petit peu comme superficiels, et aller au contraire vers de la formation métier pour permettre aux personnes de s'approprier définitivement ce concept de RSE et d'en faire un sujet de tous les jours qui sont en corrélation avec leurs tâches quotidiennes. Mais est-ce qu'ils ont le temps pour ça, les salariés? Non, c'est vrai, c'est le temps, il n'est pas extensible, donc c'est un vrai enjeu. Et c'est vrai qu'on a échangé avec un certain nombre justement d'entreprises, je vous le disais, et le sujet est arrivé notamment sur les managers. Tu te rappelles, on a eu des échanges intéressants sur soit les managers de proximité, soit le top management a fait effectivement des enjeux de distorsion entre les enjeux économiques court terme, les objectifs de budget court terme et ces sujets-là qui sont plus prospectifs. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'ils ont le temps? En fait, il faut trouver le temps. C'est pas que on l'a ou on l'a pas, c'est qu'il faut le trouver. On n'a pas tellement le choix. Je voulais juste revenir peut-être sur le sujet de la fresque du climat. Et nous, on s'en rend compte justement, on accompagne des organisations qui sont assez large, assez grosse, et la fresque du climat, pour l'avoir faite, et du coup même avec Charlotte, c'est un outil formidable de sensibilisation, mais c'est difficile, ou en tout cas ça va prendre beaucoup de temps de former des entreprises où on va avoir des équipes éclatées dans plusieurs pays, dans plusieurs zones géographiques.
Donc c'est une des pistes de solution, effectivement, mais c'est clairement pas la seule, ou en tout cas on ne peut pas s'appuyer que sur cet outil-là pour sensibiliser, donc pour former et informer nos collaborateurs. Il y a un autre chiffre que moi j'ai trouvé intéressant, 52% des salariés ne se sentent pas du tout ou plutôt pas impliqués dans la démarche RSE de leur entreprise. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est lié au fait que ils n'arrivent pas à raccrocher? Vous nous le disiez, c'est un concept ou un acronyme qui est un petit peu flou, on ne sait pas trop de quoi on parle, ou ça parle de trop de choses à la fois, donc ils n'arrivent pas à, concrètement le raccrocher à leur activité? C'est comme ça qu'on peut le comprendre, ce chiffre? C'est parfois le cas, effectivement. On constate en fait que souvent le concept de RSE et toutes les initiatives qui sont portées le sont de manière très, voire trop institutionnelle. C'est-à-dire que ça va générer un manque de lien concret entre les objectifs professionnels de tous les jours et ces initiatives RSE qui restent toujours assez globales, peut-être trop globales et pas assez attachées au métier, aux actions quotidiennes. Pourtant, une entreprise qui est engagée sur ces questions-là, on parle souvent de recrutement ou de fidélisation des salariés, enfin, c'est quand même un atout évident. Absolument. Et il y a un autre chiffre d'ailleurs dans l'étude qui est intéressante. 48% des salariés, vous le disiez, souhaitent être plus impliqués. Donc la vraie question, c'est comment on passe effectivement des étapes de sensibilisation, d'acculturation qui passent avec des outils de formation et d'information, et comment on passe à l'étape suivante qui est effectivement l'étape d'implication et d'engagement. Alors les pistes justement de solutions, si vous en avez, ou s'il y en a que des managers avec qui vous avez discuté ont pu évoquer, lesquelles? Bon, il y en a pas mal, je vais en citer quelques-unes et je te laisserai compléter. Nous, effectivement, ce qu'on constate comme étant des super pistes pour embarquer, ça va commencer par la remontée d'initiatives locales, d'initiatives de terrain, qui aujourd'hui peuvent parfois prendre du temps dans certaines organisations. Là, justement, c'est comment est-ce qu'on accélère la remontée d'initiatives locales et qu'on peut les passer à l'échelle au niveau de l'ensemble de l'organisation. Et un deuxième Donc ça peut être une bonne pratique, par exemple d'interrompre, qui fonctionne dans telle ville, on se dit partout ça marche, donc on va le dupliquer partout. Okay. Exactement. Et l'autre outil qui fonctionne bien aussi, c'est plutôt, on revient à des concepts qui ne sont pas tout neufs, mais les hackathons, les appels à idées sur des sujets particuliers, où là on va se dire on a un enjeu clé lié à la RSE et on va encourager nos collaborateurs pendant un laps de temps à proposer, soumettre, seul ou en équipe, puisque le collectif joue beaucoup justement dans la mise en mouvement des collaborateurs, et on va leur proposer pendant un laps de temps de proposer justement des idées, des bonnes pratiques. Une autre idée, une autre solution? Peut-être pour compléter et pour appuyer le propos de Cécile, j'indiquerai la nécessité de bien clarifier ce que c'est que la RSE, voire même sa RSE, de s'approprier complètement le concept et de prioriser tous les enjeux qui sont les plus pertinents pour sa structure en fonction de tout son contexte, donc les caractéristiques de ses collaborateurs, son secteur d'activité, la taille de sa structure, sa localisation. Donc toujours selon ce concept de matérialité. Ça va permettre de se concentrer sur ce qui est le plus pertinent, le plus attendu par les salariés, et donc concrètement de placer les efforts là où il faut les placer. Merci beaucoup, merci à toutes les deux, à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est l'heure de Smart Ideas, tout de suite une start-up à l'honneur comme tous les jours. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco et socialement responsables avec Clémence Lejeune. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes cofondatrice de Sorella Care, créée en 2022 avec Jeanne Teuret et Youssef Benadou. Présentez-nous l'entreprise, c'est quoi Sorella Care? Alors Sorella, nous sommes des espaces de santé pluridisciplinaires, experts de la santé de la femme, donc dédiés aux femmes. Pluridisciplinaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une équipe d'une trentaine de professionnels de santé rassemblés dans un même lieu, et donc qui sont vraiment experts du corps de la femme, donc des gynécologues, des médecins généralistes, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, ostéopathes, psychologues, diététiciens, tous rassemblés et qui travaillent main dans la main, donc de façon coordonnée en pluridisciplinaire, grâce à une infirmière de coordination qui est le pivot de cette équipe. Je vais poser volontairement une question machiste, mais pourquoi il y a besoin de centres dédiés aux femmes?
parce que le corps de la femme fonctionne de façon spécifique. Il y a beaucoup de chiffres qui nous le montrent. Oui. Et l'accompagnement des femmes en ville comme à l'hôpital, dans leur santé en général, est très fragmenté. On a 60% des femmes qui abandonnent un parcours de soins. On a 50% des femmes, selon une étude d'Opinionway, qui ne savent pas vers quel professionnel se tourner C'est ce qu'on lorsqu'ils appelle ressentent un symptôme. ce qu'on appelle l'errance médicale, notamment. L'errance médicale, des diagnostics qui peuvent prendre beaucoup de temps, des symptômes qui, pour elles, semblent normaux, puisque ça fait des années qu'elles les ressentent, qui ne sont en fait pas normaux. Mais ça, c'est spécifique aux femmes. Elles souffrent plus de cette errance médicale que les hommes. Alors prenons par exemple une phase de vie spécifique à la femme qui est la ménopause. La ménopause, c'est un temps de vie que toutes les femmes vont traverser, ce n'est pas une option. Pendant cette période de vie, les hormones sont modifiées, l'équilibre hormonal est modifié. L'équilibre hormonal, ça touche à plein d'organes, plein de parties du corps. Le cœur, les os, évidemment la fertilité, le métabolisme, la santé émotionnelle, la santé mentale. Donc typiquement, un moment de vie comme ça que les femmes traversent, on a besoin d'avoir une approche 360 de la santé avec tous ces professionnels en pluridiscipline. Et donc, vous proposez un parcours de soins spécifique sur cette question de la ménopause, c'est ça? Exactement. Maintenant qu'on a cette structure de Sorella, la ménopause était un moment de vie qui nous semblait vraiment clé à aborder. Et donc, c'est par cela que nous avons commencé. Premier parcours que nous lançons, nous avons lancé cet été. Et donc, le parcours de soins pluridisciplinaire pour la ménopause, c'est une femme qui va chez le gynécologue, peut-être une cinquantaine d'années, qui vient faire un frottis pour un dépistage classique. Et puis, chez Sorella, la gynécologue va lui poser des questions. On va prendre le temps, par exemple, de la question de la sécheresse vaginale. Et puis, cette femme va effectivement dire « oui, j'ai une sécheresse vaginale ». Et c'est ce moment-là qu'elle va être fléchée par la gynécologue, mais aussi par l'infirmière de coordination, vers d'autres professionnels qui sont chez Sorella, la kinésithérapeute, la psychologue, la diététicienne. Donc là, il y a une concentration des praticiens, on l'a bien compris, dans un lieu. Il y en a plusieurs en France. Vous en êtes tout de votre développement? Alors, c'est le premier Sorella qui a ouvert l'année dernière à Issy-les-Moulineaux. Ouais. On ouvre un deuxième dans un mois à Asnières-sur-Seine. Donc, on est vraiment en Île-de-France. On est en train de quadriller l'Île-de-France. On a une forte ambition, une douzaine d'espaces d'ici 2026. Et puis, on continue à développer d'autres parcours de soins, donc sur la fertilité, la puberté, le post-cancer et d'autres moments de vie ou d'autres pathologies. Je voudrais quand même revenir sur l'errance médicale et la spécificité féminine, parce que je lisais qu'il y a quand même pas mal de médicaments qui sont testés d'abord. Alors c'était très vrai il y a une dizaine d'années, ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais d'abord pour les hommes, sur les hommes, et qu'il y a quand même une sorte de décalage ou d'inégalité en la matière. C'est moins vrai, c'est toujours vrai? C'est toujours très vrai. C'est toujours le mot vrai. inégalité est le bon mot. On a vraiment une différence dans la recherche, vous l'avez cité. Ouais. Les femmes ont été exclues de nombreuses recherches, de nombreux tests de médicaments, mais aussi de plein d'autres traitements. C'était trop compliqué. Une femme, ça a un cycle. Une femme, chaque jour du mois, elle est différente. Son corps change. Donc c'est vrai que ça rajoute de la complexité dans des analyses, dans des recherches. Donc la femme a été vite exclue. Donc les effets secondaires, souvent testés chez les hommes. Les quantités de médicaments qui sont prescrits, souvent testés chez les hommes. Est-ce qu'on a tous besoin de la même quantité de médicaments alors que notre métabolisme est très différent? La réponse est dans la question. Ça, ouais. La réponse est dans la question. Ouais. Et l'accompagnement, les moments de vie, la puberté, très différente chez l'homme et la femme, par exemple. Ça veut dire que ce sont des enjeux de santé publique qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l'État et auxquels vous répondez finalement? Alors, c'est un enjeu de santé publique, ça c'est sûr, un enjeu qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps. Aujourd'hui, toute la communauté médicale, la communauté scientifique et même la communauté de santé publique s'accordent à dire qu'il faut faire quelque chose. Des actions sont prises et avec Sorella, on s'inscrit vraiment en complémentarité de ce qui est fait aujourd'hui pour travailler main dans la main avec l'écosystème local, donc toutes les institutions de santé, les hôpitaux et tous les médecins qui travaillent aujourd'hui sur ce sujet. Merci beaucoup Clémence Lejeune et bon vent à Sorella. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Cyrielle Chazal et Alexis Mathieu qui sont en charge de la programmation et de la production. J'avais deux réalisateurs aujourd'hui, Romain Luc pour le début et Angèle Georges Girard pour la suite. Et puis au son, c'était Thibaut Goury-Lafont. Salut.